Salut, c'est Xavier Colombani. Cette semaine, je remplace Guillaume de Goulet à la présentation de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Alors c'est dommage, Guillaume, je sais pas si tu nous écoutes, mais si c'est le cas, tu vas regretter puisque toi, le grand admirateur de Kobe Bryant, qui par extension s'intéresse à tout ce qui concerne les Lakers, on va justement parler de la bataille de LA, la bataille de Los Angeles, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On va parler des Lakers, on va parler des Clippers. Donc Los Angeles, c'est la ville aux 88 quartiers et aux 16 titres NBA, répartis entre les deux équipes, les Lakers et les Clippers. Bon d'accord, là je triche un peu, les Lakers ont fait le taf tout seuls, mais les Clippers, cette saison, sont les favoris, légers favoris de la NBA, avec les arrivées conjointes de Kawhi Leonard et de Paul George, qui a débuté cette nuit. Ça tombe très bien, on va pouvoir en parler. Ce sont les très légers favoris. On avait fait un petit sondage dans la rédac en début de saison. Qui voyez-vous pour le titre entre journalistes? Et les Clippers sont les seuls à avoir eu plusieurs voix. Les Lakers n'en avaient eu aucune. Personne ne les voyait champions. Or, qui est leader de la conférence Ouest aujourd'hui? Ce sont les Lakers. Les Lakers d'un LeBron James qui arrive encore à nous surprendre, d'un Anthony Davis qui règne sur une défense qui est probablement la meilleure de la NBA en ce moment. Alors la question, c'est de savoir si les Lakers vont pouvoir tenir ce rythme toute la saison, s'ils vont réussir à garder derrière eux les Clippers. Pour répondre à cela, trois de nos journalistes sont bien présents. À ma gauche, Yann Onona. Salut Xavier, salut à tous. À ma droite, Gaëtan de La Folie. Bonjour à tous. Et de l'autre côté, à la fois des États-Unis par rapport à Los Angeles et aussi de l'Atlantique par rapport à nous, Maxime Mallet. Salut à tous. Step Back, la bataille de Los Angeles, c'est parti. Donc Gaëtan, je me tourne tout de suite vers toi. Paul George a rejoué cette nuit. Il faut se méfier des statistiques. Les statistiques sont magnifiques. 33 points en 24 minutes. Et dans ces statistiques, il y a aussi 3 balles perdues en fin de match. Alors, ange ou démon, Paul George, cette nuit? Alors oui, il faut se méfier des statistiques. Après, ça confirme quand même que Paul George reste un très grand joueur, même à court de rythme, capable d'enfiler les shoots. Il finit à 3 sur 5 à 3 points, 33 points au total, tu l'as dit. Mais effectivement, il faut aller plus loin que ces statistiques et son match est assez décevant en fait. Et même lui le dit, il a qualifié sa performance de catastrophique. Il a été très mauvais. Il a été loin de son niveau en défense. C'est quelqu'un qui a terminé dans le meilleur 5 défensif de la saison dernière. C'est un des meilleurs défenseurs à son poste en NBA. Et là, cette nuit, la nuit dernière, de jeudi à vendredi, il a été attaqué sans cesse, notamment par Jrue Holiday des Pelicans. Les Pelicans l'ont vraiment ciblé en défense parce qu'il était à court de rythme, il n'était pas dans le match et il l'a dit lui-même. Il faut vraiment que je retrouve mon rythme en défense. Après, c'est normal, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, c'est seulement sa reprise. Ça va venir. Il a dit que c'était son premier match, comme un match de pré-saison, il a dit en fait. Ouais, c'était un peu ça. Mais sur le rythme défensif, de toute façon, les Clippers, il n'était pas du tout face aux Pelicans et lui était pas meilleur en fait. Maxime, est-ce que les débuts de Paul George sous maillot des Clippers, puisqu'il faut rappeler qu'il a été transféré, il a signé, oui, il a été transféré cet été, qu'il avait été opéré avant même son transfert, donc il avait vraiment rien fait avec les Clippers. Est-ce que ces débuts sous ces nouvelles couleurs, ça a été the big thing, vraiment la grande actu récente de la NBA? Oui, c'était très attendu. Pour hier soir, il y a eu pas mal aussi d'attentes autour du match, du retour de Kristaps Porzingis à New York. C'était un match qui était sur la télévision nationale, contrairement aussi à celui entre les Clippers et les Pelicans. Donc, c'est vrai que le focus la nuit dernière était sur ce retour musclé de Porzingis à New York. Mais c'est vrai que le retour de Paul George est un des moments très attendus, on va dire, dans le grand scheme of things, comme on dit ici, dans le grand schéma des choses. Donc on sait que c'est quelque chose qui va être très important et que ce qui comptera, c'est plus les derniers matchs de la saison qu'il va faire que le premier ou même les 2-3 premiers où forcément il est en manque de rythme, forcément il est en manque d'automatisme, forcément il va y avoir du déchet
Bon, c'est pas forcément très grave à l'heure actuelle. Ça a peut-être été éclipsé un peu aussi son retour par le fait que Kawhi Leonard, lui, ne jouait pas. Et ce qu'on attend surtout, c'est l'association des deux aux Clippers. Les Clippers qui ont perdu d'ailleurs contre les Pelicans, on l'a même pas précisé, mais voilà, ils sont à 5 défaites. Des Pelicans qui étaient pas bons jusqu'à maintenant, qui étaient privés de pas mal de joueurs. C'est vrai que cette défaite, elle interroge. Le bilan est pas forcément génial, hein, cette victoire en 12 matchs. Mais effectivement, Paul George et Kawhi Leonard n'ont pas encore joué ensemble. Ça, c'est la prochaine étape. Et alors, moi, je voudrais poser une question limite provocatrice, mais Paul George, aussi bon soit-il, Yann, rappelons qu'il a été élu l'année dernière dans le meilleur 5 de la NBA, rien que ça. Malgré tout, est-ce que c'est le numéro 2 des Clippers, sachant que pour l'instant, celui qui a prouvé qu'il pouvait emmener une équipe au titre, c'est Kawhi Leonard. Comment ça s'articule ce duo-là à l'intérieur des Clippers ? C'est impossible de te répondre, mon cher Xavier, puisqu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Ce qui est certain, c'est que Paul George, l'année dernière, a réussi à jouer avec Russell Westbrook. Et je pense que si on réussit à jouer avec Russell Westbrook, on doit pouvoir réussir à jouer avec n'importe qui. Donc il me semble évident que cette association, on a du mal à imaginer que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc hier, évidemment, il y a eu 7 défaites contre une équipe des Pelicans sans Zion Williamson, sans Brandon Ingram, Mais les Clippers n'avaient pas Patrick Beverley, il n'y avait pas Kawhi Leonard. Landry Shamet est blessé pour, je pense, quasiment 2 mois. Ça veut dire qu'on ne connaît pas cette équipe des Clippers. Et finalement, le bilan que tu as annoncé, 7 victoires en 12 matchs, c'est peut-être pas si mal quand on part du principe qu'on savait qu'ils allaient débuter la saison sans être dans leur rythme de croisière. Je pense que Kawhi Leonard, jusque-là, il est au-dessus des attentes puisque son temps de jeu a baissé, mais que toutes ses stats ont augmenté aux points, aux interceptions, aux rebonds, aux passes. Il est devenu quasiment un des playmakers, comme on dit, des créateurs de jeu des Clippers. Donc j'ai du mal à être inquiet, même si évidemment le bilan en défense est catastrophique la nuit dernière. On les connaît pas en fait, les Clippers encore. Les Clippers sont pas bons en défense et c'est justement, on va tout de suite basculer sur les Lakers, l'arme principale des Lakers cette année. Alors évidemment, c'est plurivoque, hein. Il y a à la fois une excellente attaque aussi, mais la défense, c'est ce qui fait l'identité des Lakers cette année, Gaëtan. Oui, c'est la meilleure équipe en défense, tout simplement, de la Ligue. Si on prend le defensive rating, le nombre de points encaissés sur 100 possessions, ils sont en dessous des 100 points, ils sont à 99 points encaissés. Et c'est la première fois depuis 2015 qu'une équipe NBA passe en dessous de la barre des 100 points sur ce defensive rating. Ça montre la qualité de cette défense. Après, il y a un architecte qui dirige tout ça, c'est Frank Vogel, qui avait mis en place une défense redoutable avec les Pacers d'Indiana au début des années 2000, qui avait atteint 2 fois les finales de conférence avec un système défensif très poussé. Il a réussi à installer ça aux Lakers. Et pour l'instant, effectivement, ça marche très bien de ce côté-là du terrain. Et c'est celui, Frank Vogel, je rebondis, qui a failli battre LeBron James à l'Est, en fait, hein, dans toute sa série de finales. C'est un de ceux qui s'est approché. Oui, tout à fait. Quand LeBron était à Miami, c'est celui qui s'est rapproché le plus près de le faire tomber et de l'empêcher de jouer 8 finales d'affilée entre Miami et Cleveland, effectivement. Avec un certain Paul George dans l'effectif à l'époque. Je reste avec toi justement, Max. Frank Vogel, quand il a été nommé, on va dire ça poliment, disons qu'il n'était pas forcément attendu à ce poste-là. Est-ce qu'on lui donne crédit du bon début de saison ou en fait il n'y en a que pour LeBron ? Non, il y en a beaucoup pour LeBron. Oui, c'était une surprise parce qu'il était le 4e ou 5e choix sur la liste de Rob Pelinka, le manager général des Lakers. Donc c'est vrai que c'était une surprise. On lui a en plus ajouté des adjoints comme Jason Kidd et Lionel Hollins qui ont de l'expérience en tant qu'entraîneur en chef en NBA. Donc on s'est dit que c'était un attelage qui allait forcément couiner à un moment ou un autre de la saison. Mais c'est vrai qu'en termes de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, on donne beaucoup de crédit à LeBron. À son côté, vous avez tous dit que j'étais rincé, que j'étais vieux, que j'étais foutu. Eh bien, regardez, je suis meilleur que jamais, notamment en défense. Et ça s'est vu dès le premier match contre les Clippers en ouverture de la saison, où il s'est donné un petit peu à corps perdu en défense. Il avait notamment obtenu 2 passages en force des Clippers. Voilà, on l'avait vu avec une implication défensive différente. Et quand LeBron James donne le là à tout un groupe de cette manière dans un domaine comme la défense, forcément tout le monde suit et ça donne quelque chose d'aussi solide que maintenant. Après,
il faut regarder le calendrier et ils ont pas forcément, ils ont eu pas mal d'équipes un peu deuxième moitié de tableau quand même au calendrier pour l'instant. Ce qui est l'inverse, d'ailleurs, je précise, des Clippers qui, eux, ont déjà battu San Antonio, Utah, les Lakers en ouverture. Alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut quand c'est le premier match. Portland ou encore Toronto. Effectivement, il y a peut-être dans ce classement actuel, c'est-à-dire les Lakers premiers devant des équipes comme Denver ou Portland, peut-être qu'il y a un effet un petit peu d'optique et que les Clippers peuvent revenir assez vite en jouant pas mal à domicile. Qu'est-ce que t'en penses, Yann ? C'est certain, même si les Clippers, encore une fois, le processus va prendre du temps puisque leur effectif est pas rodé. Ce que je trouve rassurant, enfin plutôt inquiétant pour le reste de la ligue, c'est que justement, comme on le touchait un peu du doigt, les Clippers qu'on attend comme une machine, un rouleau compresseur défensif, fait en fait partie des 5 pires défenses actuellement de la ligue. Et c'est effrayant puisqu'ils sont quand même positifs au bilan dans une grosse conférence, qu'ils n'ont pas toute leur force, ils encaissent 130 points, mais en réalité, ils n'ont pas commencé à jouer. Donc quand vous aurez Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, qui est un des meilleurs défenseurs à l'aile, de toute façon, vous avez les 2 meilleurs défenseurs à l'aile, peut-être avec Kevin Durant ou quelques autres, mais on est vraiment au top niveau de la NBA. Ça va ressembler à quoi ? Ça va être monstrueux. Vous avez Mo Harkless, qui est également un excellent défenseur périmètre. Ouais. J'attends de voir. Donc, si jamais vous deviez donner aujourd'hui, après les premiers enseignements nés des 3 premières semaines de la saison régulière, un favori pour la première place à l'Ouest, vous garderiez les Lakers parce qu'ils en ont donniez les Clippers pour le potentiel ou peut-être une autre équipe, puisqu'on voit par exemple que les Rockets, ça a l'air de marcher pas si mal, Gaëtan. Moi, j'irais du côté des Lakers pour une raison simple que commençait à évoquer Maxime, c'est le niveau de jeu de LeBron James et surtout son implication. Il parlait de son implication en défense et c'est vrai que toute la saison dernière, on s'est presque moqué de LeBron sur son implication en défense. Je me rappelle sur un Kyle Kuzma, ça a été une image marquante qu'il avait poussé dans le dos pour qu'il aille contester un shoot alors qu'il avait l'air de se désintéresser complètement de l'action. Et là, c'est plus du tout ça. On retrouve le LeBron très impliqué, bondissant, qui fait des chase down blocks, là, les contres spectaculaires en revenant à grandes enjambées en défense. Pareil en attaque où on le sent impliqué, l'envie de faire tourner ce collectif, d'impliquer tous ses coéquipiers. On en reparlera peut-être un peu plus longuement, mais la relation qu'il a développée avec Anthony Davis qui est absolument terrifiante également. Donc j'ai plutôt tendance à aller vers les Lakers parce que j'ai l'impression que LeBron sent que le temps file, que les opportunités de marquer encore un peu plus l'histoire du jeu en allant chercher une nouvelle bague vont diminuer avec le temps et que la fenêtre se rétrécit, que peut-être cette année, il faut y aller dès maintenant. Il a l'air décidé à tout mettre dès cette saison. Après, comme le dit très justement Yann, on n'a pas encore vu tout ce que peuvent donner les Clippers à plein régime. Mais restons sur les Lakers et sur ce que tu disais, autant en parler maintenant, sur la relation avec Anthony Davis. Il y a cette petite stat qui en dit long, 29 passes décisives déjà de LeBron James pour Anthony Davis depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui attendent de passer leur 20e passe déjà, ou leur 10e. Donc ça marche très très bien entre les deux. LeBron est le meilleur passeur de la NBA, c'est même le meilleur passeur à son âge. C'est-à-dire que dans la 17e saison NBA, c'est ce que donnait un journaliste d'ESPN, dans la 17e saison NBA, le maximum qui a été fait, c'était avec Stockton, qui était quand même spécialiste de la chose, faisait 8 passes décisives par match. Le mec de Cholet, là ? Exactement, le mec de Cholet. Et dont le père passe anonymement dans les tribunes. Et là, on a un LeBron qui a 11 passes de moyenne, LeBron qui joue meneur. Alors LeBron meneur, c'est un petit peu le serpent de mer de la NBA. Ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'il va jouer ce poste, mais cette année, il le joue vraiment. Est-ce que c'est révolutionnaire ou est-ce que finalement, c'est dans la droite ligne de la carrière de LeBron, Max ? C'est dans la droite ligne de sa carrière. Disons que souvent, dans les matchs serrés, c'est lui qui prenait les... important en play-off quand ça compte, pas forcément en saison régulière, mais dans les matchs de play-off quand ça comptait, où c'était serré, c'est souvent lui qui avait un rôle de meneur. On peut y voir une des raisons pour lesquelles Kyrie Irving a par exemple eu envie de partir de Cleveland alors que les deux fonctionnaient quand même très bien ensemble, avec notamment le titre en 2016. Donc c'est un rôle qui joue, de toute façon c'est quelqu'un qui porte le ballon énormément, qui voit le jeu quasiment comme personne, qui a une capacité en plus physique à réaliser des choses que des meneurs de métier ne peuvent pas faire. Donc c'est vrai que ça peut être fatal aux adversaires comme combinaison, et ça a souvent été utilisé sur des courtes périodes.
Maintenant, ça a été un peu plus institutionnalisé, et il le fait un petit peu plus, mais c'est juste le prolongement de ce qu'il a été capable de faire déjà depuis des années. Ouais, je reste avec toi, c'est vrai que LeBron, normalement quand un joueur arrive à avoir une longévité, une performance dans la longévité comme le fait LeBron, c'est souvent parce qu'il fait évoluer son jeu vers souvent quelque chose d'aérien et vers quelque chose de plus terrestre. Là en fait, le LeBron d'aujourd'hui est le LeBron de toujours, en fait. Oui, c'est quelqu'un qui s'est toujours défini comme un passeur, un playmaker, voilà, quelqu'un qui crée du jeu. Donc il ne fait que donner corps à la façon dont il se perçoit lui en tant que joueur. Il n'arrête pas de dire à chaque fois qu'il bat des records en termes de points marqués, il dit ouais mais moi je suis pas un scoreur, moi je suis quelqu'un qui fait jouer l'équipe, et donc c'est ce qu'il met en pratique à l'heure actuelle. Après on verra combien de temps ça dure. On sait que quand il y a des problèmes, quand c'est un peu plus dur, il peut être un peu comportement un peu passif-agressif qui peut mettre des petits malaises dans les équipes. Donc on verra, je pense qu'il y aura un vrai test en termes de jeu, de comportement, d'unité de l'équipe quand les Lakers connaîtront des moments difficiles. Toutes les équipes en ont dans une saison régulière, à part les Warriors de 2015-2016 qui avaient gagné 73 matchs. Toutes les équipes ont des périodes, des creux, des périodes de 10 matchs où on est sous les 50% de victoire, où on prend des grosses défaites. Donc je pense que c'est dans ces moments-là vraiment où on saura ce que valent les Lakers, pas tellement en termes de niveau de jeu qu'on sait qu'il peut être stratosphérique, mais en capacité à rester groupé, à ne pas se désunir et à rester groupé aussi derrière un coach, Frank Vogel, qui, on le sait, peut être déstabilisé à tout moment vu les adjoints qu'il a et leur pédigré. Et on avait vu ce qui s'était passé avec Cleveland et LeBron James à l'époque avec David Blatt. Il avait l'adjoint le mieux payé de la ligue, qui était Tyronn Lue derrière lui. Il a été joyeusement dégagé. Et à l'heure actuelle, l'adjoint le mieux payé de la ligue s'appelle Jason Kidd et il est aux Lakers. Yann, je me tourne vers toi. S'il y a une faiblesse aux Lakers, au-delà de cette question sur le coaching staff, est-ce qu'elle vient pas malgré tout d'Anthony Davis et de son physique? Il se plaint d'une épaule depuis le 3e match, je crois. Elle était touchée, elle était retouchée ensuite à nouveau en défense. On connaît le passif d'Anthony Davis. Il a jamais fait une saison complète. On a l'impression que l'épée de Damoclès, elle est là. Tu as absolument raison. C'est là l'épée de Damoclès. L'une des raisons pour lesquelles LeBron James joue meneur, là, c'est bon, d'abord parce que Rajon Rondo est blessé. Et là, d'ailleurs, sa réintégration posera problème et questions sur l'équilibrage des responsabilités, quel sera son rôle, etc. Mais effectivement, les Lakers en profitent et LeBron James en profite pour créer un lien avec Anthony Davis. Et voilà, on voit qu'il est obsédé par lui donner la balle tout le temps, dès le premier match. C'est l'obsession du moment. Et c'est important, pourquoi ? Parce que LeBron James, quand il a joué avec Chris Bosh à Miami et avec Kevin Love à Cleveland, comme le racontait très bien Brian Windhorst, qui est journaliste à ESPN, ça s'est pas très bien passé, en tout cas pas tout de suite. Il y a eu tout un cycle d'apprentissage. Et là, les Lakers, ils profitent du calendrier un peu facile, et du fait que LeBron James est positionné au poste de meneur pour créer ce lien. Si jamais Anthony Davis se blesse, évidemment, ça change complètement la dynamique de l'équipe. On se retrouve avec Javale McGee et Dwight Howard. Il faut tout reconstruire. Évidemment, on n'a plus la force dominante qui est actuellement. Clairement, c'est une inquiétude, c'est une question. Et d'ailleurs, on est en droit de s'interroger sur le fait de continuer à faire jouer Anthony Davis autant, malgré les déclarations concernant des éventuelles douleurs à l'épaule. C'est un peu le souci, le star power, on a l'impression à Los Angeles. C'est paradoxal quand on a LeBron et Davis qui sont 2 des 5 meilleurs joueurs de la NBA, probablement. Mais c'est vrai que derrière ces deux-là, surtout avec DeMarcus Cousins blessé, on a vraiment des role-players, à moins que Kyle Kuzma revenant de blessure, s'imposant, mais bon, on voit bien que c'est pas le même calibre. C'est pas du tout la même chose qu'aux Clippers, où c'est vrai qu'aux Clippers, on a Leonard. Leonard n'est pas là, on a George qui revient, qui marque 33 points. Si George n'est pas là, on a Lou Williams qui cartonne. Si on n'a pas Lou Williams, on a Harrell. Au niveau de l'effectif global, on a quand même l'impression, Gaëtan, que les Clippers, c'est basiquement la meilleure équipe de la ligue
avec peut-être ce bémol de l'arrière de la base arrière qui est un petit peu légère, peut-être, non ? Oui, et qui manque peut-être d'un deuxième meneur gestionnaire au relais de Pat Beverley, parce que Lou Williams, qui sort du banc, il fait des passes décisives, c'est pas le problème, mais il a plus un profil de scoreur agressif vers le cercle, et il manque peut-être un gestionnaire pour faire un peu tourner tout ça. Mais est-ce que tu vois plus fort à l'ouest ou même à l'est, où on a Milwaukee qui est souvent annoncé comme l'autre candidat au titre ? Sur le papier, non, ça reste ce qu'on s'était dit en début de saison, où on voyait tous les Clippers légèrement favoris, avec cette identité un peu col bleu, défenseur acharné, mais avec deux superstars parmi les deux meilleurs joueurs de la ligue, Leonard et Paul George. Encore une fois, il faut voir ce que ça va donner quand Leonard et Paul George vont jouer ensemble. Il faut voir sur la durée. On est encore un tout petit peu sur notre fin avec cette équipe des Clippers. Et je voudrais souligner d'ailleurs l'importance de Pat Beverley dans cet effectif, parce qu'il a son absence face aux Pelicans. Ça s'est vraiment ressenti sur l'implication défensive de l'ensemble de l'équipe. C'est vraiment un leader par l'exemple, par son comportement et par l'énergie qu'il apporte. Et son absence a énormément pesé aussi face aux Pelicans. Maxime, tu vas avoir l'occasion de voir plusieurs matchs des Clippers la semaine prochaine. On pourra peut-être en reparler, puisque j'ai vu qu'ils sont télévisés nationalement. Ils ont une semaine prochaine avec Oklahoma City, Boston et New York. Les trois à domicile au Staples Center, certes, mais on a déjà fait plus facile comme calendrier. Ça va être quand même une semaine riche d'enseignements pour les Clippers. Ça va crescendo, on va dire. Du coup, OKC est quand même un petit peu en retrait, après avoir perdu Paul George, justement, et Russell Westbrook. Donc ça va être crescendo, ça va être intéressant, oui, de voir comment ils réagissent, comment le retour de Paul George au fil des matchs, est-ce qu'on voit une progression justement dans les automatismes et la défense. Et puis il y aura ce dernier match contre Houston qui sera un petit peu la cerise sur le gâteau de la semaine, où on va se régaler de voir les duels, de revoir Patrick Beverley face à Harden, face à Westbrook. Donc ça va être très intéressant de voir justement l'évolution des Clippers en juste quelques jours, de voir à quel point ils ont pu réintégrer Paul George dans leur système. Harden qui vient de leur planter 47 points aux Clippers cette semaine. Donc il y a peut-être aussi l'enjeu sera peut-être de le tenir et de défendre un peu mieux sur lui lors de sa venue au Staples Center. Et Harden qui a déclaré à 100% on gagne le titre cette saison avec Houston, à Stephen A. Smith dans une interview. Je comptais y arriver un peu plus tard, mais je reste là, justement, là, sur ce sujet. Est-ce que le titre à l'Ouest, d'ailleurs, c'est pas un titre, oui, il y a un titre, on donne un trophée à la fin quand on gagne la conférence Ouest, avant les finales. Mais est-ce que c'est forcément destiné à une équipe de Los Angeles ? On parlait de la bataille de LA, forcément une bataille de Los Angeles, ou est-ce que tu vois une autre équipe, et notamment celle de James Harden, capable de finir la saison régulière en tête à l'Ouest ? Je pense vraiment que Houston est sous-estimé à cause d'un miroir déformant, surtout celui des experts, puisque des observateurs un peu éclairés. On n'aime pas leur jeu parce que, évidemment, James Harden nous impressionne avec ses festivals offensifs à 50 points, mais il court partout, c'est pas complètement structuré, c'est pas, par moments ça défend pas du tout, c'est infernal, comme quand ils encaissent 158 points en gagnant le match, c'est ça qui est encore mieux, contre les Wizards de Washington. Enfin, des fois, on a l'impression que ça n'a aucun sens. Sauf que quand on regarde l'effectif, ils ont toujours un effectif stable par rapport à l'an dernier. Ils ont remplacé Chris Paul par Russell Westbrook, qui est quand même peut-être moins sujet aux blessures, tout en ayant une grosse productivité. Donc évidemment, il y a toujours PJ Tucker, il y a Austin Rivers, il y a du monde, ils ont du banc, ils se connaissent. Et James Harden continue de mettre 38 points par match. Alors on peut ne pas aimer ce qu'ils font dans le style, mais néanmoins, ils gagnent des matchs. Aujourd'hui, ils sont deuxième de la conférence. Moi, je les vois très bien passer devant. Pourquoi pas ? Même si c'est pas le basket que je préfère. Mais je sais pas, Denver, par exemple, ils sont deuxième. Denver, Utah aussi. Mais après, la question pour Houston, la question se pose pas en saison régulière. On sait qu'ils peuvent faire de très bons résultats en saison régulière. Ils ont fini premier de la saison régulière il y a 2 ans. Ils sont renforcés avec l'arrivée de Westbrook. Donc,
en saison régulière, on sait qu'ils peuvent être performants. La question pour Houston, c'est est-ce qu'ils sont capables de maintenir leur niveau de jeu en play-off? Est-ce qu'ils sont capables de survivre à un match moyen de Harden? C'est toutes ces questions-là. C'était un petit peu comme Toronto à l'Est les années passées, où on savait que c'était une équipe capable de faire des choses en saison régulière. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a les capacités mentales et en termes de jeu pour concrétiser ce qui a été fait en saison régulière au moment des playoffs. Mais on oublie, Max, je trouve qu'on oublie pas mal que justement il y a 2 saisons, avec Chris Paul, les Rockets étaient vraiment tout près. Voilà, tout près. C'est-à-dire que Chris Paul se blesse à la fin du match 6, il joue pas le match décisif contre les Warriors. Les Warriors sont pas bien du tout dans cette série. Houston joue mieux. Houston... 3-3. Oui, donc c'est... On oublie ça, les en Warriors, fait. Qui manque Iguodala pour la plupart de la série aussi. Et on sait le rôle important, clé qu'il a pour cette équipe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient quand même à un doigt d'aller en finale et il est permis de croire qu'ils auraient pu dominer comme les Warriors ont dominé par la suite s'ils étaient allés en finale. Oui, mais il leur manque tout. Ils sont souvent très proches, mais ils sont toujours du mauvais côté comment dirais-je, du mauvais côté de la barrière, quoi. À chaque fois au moment des playoffs, quoi. Il leur manque un petit truc, quoi. C'est toujours dans le même sens. Ça se passe à ce moment-là. C'est pour ça que il y a le doute sur est-ce qu'ils sont capables de franchir ce pas-là en avant. Et est-ce que Westbrook est ce petit plus qui pourra leur permettre de faire passer ce pas? C'est la grande question. On le pointe souvent du doigt justement pour son manque d'impact. On pointe le fait qu'il n'est pas assez décisif en fait en play-off et qu'il n'a jamais permis à son équipe de passer un cap à voir. Mais est-ce que si Houston réussissait, ce serait pas d'une certaine manière la pire chose qui pourrait nous arriver? Je suis un peu dur, mais c'est-à-dire que ça nous priverait en play-off d'un duel qu'on va finalement attendre. C'est un peu ça l'idée de la bataille de LA, de parler de ça. C'est une finale de conférence Clippers-Lakers. C'est LeBron le plus grand vainqueur dans le sens winner, vraiment à l'américaine, des 10 dernières années, contre Kawhi Leonard qui s'est imposé l'année dernière comme le winner actuel. Et en plus, qui joue tous les deux sur un poste hybride, délié, polyvalent, mais qui pourrait être l'un en face de l'autre avec la force défensive et l'impact offensif de chacun. En fait, on en parle assez tôt dans le premier mois de la bataille de LA, mais la bataille de LA, elle va vraiment, vraiment avoir un impact à la fin de la saison, et c'est la montée en régime qui va être intéressante. C'est hyper alléchant en tout cas. Je pense que nombreux sont les fans et les suiveurs de basket qui attendent, espèrent une confrontation entre les deux équipes en play-off, pourquoi pas en finale de conférence. C'est pas pour rien que la NBA a programmé le match Clippers-Lakers en ouverture de la saison. Il y a une espèce de hype qui est montée autour de ces deux équipes, autour du duel qui vont se livrer entre d'un côté les cols bleus des Clippers, de l'autre les stars hollywoodiennes, LeBron, Anthony Davis qui tourne un film cet été, les paillettes. Enfin voilà, c'est un peu deux façons de jouer différentes, deux mondes un peu différents, même si on caricature parce que tout le monde est quand même de sacrés scoreurs et sacrément bien payé. Mais ouais, c'est sûr que ça fait saliver d'imaginer un duel entre ces deux équipes en play-off. Max, c'est pas la meilleure chose qui pouvait arriver à la NBA que les Lakers soient au niveau justement et laissent la possibilité vraiment d'un duel à l'intérieur de Los Angeles et tout simplement de revenir en haut. On a les Celtics qui sont en tête à l'est et les Lakers à l'ouest. C'est-à-dire on a la tradition de la NBA qui est totalement représentée. Après une année où le titre est revenu à Toronto, c'est-à-dire un petit marché, en plus une équipe canadienne, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver pour la NBA, non ? Oui, après Toronto, c'est pas un petit marché, c'est plutôt un gros marché, ça draine tout le Canada, mais ça rapporte moins que financièrement à la Ligue. Donc ouais, il y a le côté sportif, et c'est vrai que c'est intéressant aussi en termes de finances, alors que la Ligue a connu quelques difficultés, a perdu pas mal de sponsors avec l'épisode autour de Daryl Morey, le GM de Houston qui a soutenu Hong Kong et donc entre l'NBA et la Chine après ce tweet de Daryl Morey. Donc il y a une perte de vitesse un petit peu financière qui se profilait ces derniers temps, et c'est vrai que d'avoir les deux franchises de LA qui réémergent au sommet comme ça, et puis Philadelphie qui est là, Boston qui est là, ça aide pas mal pour drainer du public, des téléspectateurs, et faire remonter un peu les revenus de la Ligue. Il manque plus que les New York Knicks. Je savais que tu allais dire ça. qui reviennent au plus haut niveau pour que vraiment les grosses villes soient représentées. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné l'année dernière. Ils ont gagné. Ils ont sweepé les Dallas Mavericks, 2 victoires face à Dallas. Incroyable.
ils ont un peu de mal contre toutes les autres équipes puisqu'ils sont à une victoire et 9 défaites sur le reste du calendrier pour l'instant. Max, je vais te poser une question que je poserai ensuite à tes deux compères. Aujourd'hui, qui tu imagines aller le plus loin et d'ailleurs jusqu'à où entre les Clippers et les Lakers? Aujourd'hui, qui j'imagine aller le plus loin, c'est impossible à dire, c'est ça? Ouais, bah oui, si c'est pour ressortir les enregistrements en mai, en plus, c'est pas très sympa. Non, mais c'est complètement impossible à dire parce qu'on a vu l'an dernier les Lakers qui étaient 4e le jour de Noël, qui battent les Warriors. On se dit ça y est, les grands Lakers sont de retour et puis bim, les Browns se blessent et puis après c'est parti en capilotade. Qu'on dit, ils sont même pas qualifiés pour les playoffs. Ça a été une fin de saison absolument horrible. Donc il peut se passer tellement de choses et on est juste à l'apéritif, quoi. La façon dont la saison NBA se découpe, on n'a même pas commencé le premier plat de résistance qui va être la période entre maintenant et Noël, avant d'entamer le vrai gros plat de résistance de la saison qui est la période entre Noël et le All-Star Game où en général tout se dessine, quoi. C'est vraiment le moment où il y a le plus d'attention. L'attention commence à se centrer sur la ligue où le classement commence à se dessiner. Et en général, quand mi-février à la pause du All-Star Game, on connaît déjà 90% des qualifiés et généralement plus ou moins le classement. Donc, dire avant d'attaquer le premier plat de résistance si le repas va être bon et quel sera le meilleur plat du repas, c'est un petit peu difficile. Eh ben, je tente quand même ma chance encore vers Gaëtan. Qui vois-tu aller le plus loin de ce qu'on sait aujourd'hui? Bon, allez, je me mouille un petit peu. Non, je vais dire, si Anthony Davis ne se blesse pas, les Lakers. Très bien. Et toi, Yann? Écoutez, moi, je vais prendre un joker. Mais ce joker a un nom. On en avait un peu parlé en début de saison. Je pense que ce joker, il s'appelle André Iguodala parce que il n'a toujours pas joué et on ne sait pas où il va jouer et tout le monde sait qu'il veut jouer à Los Angeles. La question, c'est dans quelle équipe? Et je vous rappelle que André Iguodala, il a gagné un peu ses galons en étant MVP de la finale en défendant sur LeBron James. Donc il avait été mis dans 5 majeurs, rappelez-vous, et il avait changé un peu le cours de cette finale. Et c'est vrai qu'on le verrait plus aux Clippers qu'aux Lakers où ils ont déjà 12 profils comme lui, à la Avery Bradley, à la Danny Green, des shooters, défenseurs expérimentés. Je pense que LeBron James, il le verrait très bien à côté de lui. Lui, il le prendrait pour son niveau. Mais c'est vrai qu'aux Clippers, il serait pas mal. Je pense que de ce qui va se passer par rapport à ça, ça peut vraiment changer le visage de la confrontation, parce que les Clippers passeraient un palier supplémentaire en défense encore. Une chose est sûre, le Joker sera pas Carmelo Anthony, qu'on a souvent évoqué aux Lakers et qui vient de signer avec les Portland Trail Blazers. Donc ce sera pas lui le Joker, positif ou négatif. Ça, on en parlera en bientôt et peut-être dès la semaine prochaine dans un prochain numéro de Step Back. Merci messieurs pour avoir parlé si bien de la bataille de LA.